Bételgeuse et Orion, enfin, pour moi, Orion, c'est la plus belle constellation. Par contre, t'as dit un truc qui est faux, je suis désolé. Bételgeuse, ça s'appelle Alpha Orionis, mais c'est pas la plus brillante de la constellation. C'est assez étonnant. En général, la plus brillante, c'est Alpha, mais pour Orion, c'est Beta. Et cette constellation, elle est merveilleuse. Moi, j'aime bien la montrer à mes étudiants. Ceux qui n'ont jamais vu les étoiles, ils connaissent peut-être la Grande Ourse, Cassiopée. Mais ne pas connaître Orion, je pense que c'est dommage. Donc, j'imagine qu'ici, vous connaissez Orion. Donc, Orion, qui est ici l'épaule de Bételgeuse, qui est l'épaule d'Orion, et Rigel, qui est le pied, en fait. Et si vous vous rappelez bien, en plus, à côté, au-dessus, il y avait Pléiades, qui hier était près de la Lune. C'était assez joli à regarder aussi. Vous savez que j'aime bien montrer mes photos de vacances, en fait. C'est aussi montrer que... C'est pour essayer de reconnaître. C'est quelque chose que je montre à mes étudiants. Je leur montre Orion dans tous les sens et je leur dis, essayez de la repérer. D'ailleurs, j'avais pas prévu de raconter ça, mais la dernière fois, c'était... j'ai donné un cours et j'ai dit aux étudiants, comme devoir, pour la semaine prochaine, vous devez essayer de repérer Orion. On était à Nice, donc j'avais une vingtaine d'étudiants, il y en a 19 qui reviennent, qui me disent, j'ai vu Orion, c'est super, et la 20e me fait, je l'ai pas vu, mais j'habite loin. J'habite Cannes. Je pense qu'à Cannes, on peut voir Orion. Voilà, elle n'a pas eu son année, mais ce n'est pas que pour ça. Donc là, voici d'autres images d'Orion. C'est assez facile à reconnaître avec la ceinture d'Orion, la nébuleuse d'Orion. Enfin, c'est vraiment quelque chose de magnifique à observer. Et je vis en centre-ville à Nice et j'arrive même à voir la constellation d'Orion avec mon petit télescope. C'est quand même assez sympa de se dire qu'on arrive à voir ça. Et je suis venu aussi pour vous parler un petit peu de la vie et l'amour des étoiles. Ceux qui m'ont déjà vu ont peut-être déjà vu ce schéma, parce que j'aime bien dire que ce qui est important pour la pédagogie, c'est de se répéter. Donc si vous l'avez déjà vu, déjà c'est bon signe si vous vous en rappelez, ça veut dire que ce que j'ai fait la dernière fois, ça servait à quelque chose. Et si vous en rappelez pas, bah, ça vaut le coup que je le montre, parce que vous en êtes pas souvenu. C'est assez utile. Donc l'idée, c'est que je vais vous expliquer un petit peu, vite fait, comment évoluent les étoiles. Donc un petit peu, avant d'arriver directement à Bételgeuse. Donc il faut savoir que les étoiles, elles se forment. Là, je vous fais, pour ceux qui veulent dormir, maintenant qu'on a éteint la lumière, je vous raconte l'histoire en 2 secondes, 2 minutes, et après je ferai la version longue. Donc les étoiles se forment dans le milieu interstellaire, donc c'est le milieu entre les étoiles, et elles vont évoluer différemment selon leur masse. Donc à gauche, c'est trop fort le son ? Non. Je vois des gens qui se bougent les oreilles. Les étoiles moins massives, comme le Soleil par exemple, vont donner des étoiles géantes rouges, puis des AGB. Si vous avez des questions, c'est l'occasion pour demander ce que c'est les étoiles AGB, si vous avez entendu parler. Ça va ensuite former une belle nébuleuse planétaire pour donner une naine blanche. Et tout le gaz qui aura été dans l'étoile va être enrichi pour nouveaux éléments, il va enrichir le milieu interstellaire, on est reparti pour un tour. Et les étoiles massives, elles vont devenir des super géantes rouges, exploser en supernova, puis donner soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Ça, c'est vraiment l'évolution des étoiles, la base, mais c'est important de le rappeler. Donc, pour vous rappeler, c'est aussi comment on sait ça, c'est qu'on fait des observations. Donc il y a eu des modèles, donc depuis des siècles, on pense que les étoiles se forment dans des grands nuages de gaz. Et là, on a des télescopes assez puissants, comme par exemple le télescope spatial Hubble, qui peuvent observer des régions de formation d'étoiles. Là, on a un nuage de gaz et de poussière qui fait plusieurs années-lumière de long. Là, on a dans la nébuleuse de la Carène. Ça sera plus dur à voir de Cannes. Pour le coup, vous pourrez me dire que la Carène, vous n'avez pas pu le voir. Et là, tout ce qu'on voit, c'est des étoiles qui sortent. C'est assez spectaculaire. Pour moi, c'est l'une des plus belles images que j'ai jamais vues. C'est vraiment cette région de formation dans la Carène. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, si on a des télescopes plus grands, j'aime bien dire qu'en fait, si vous aviez de plus grands yeux, vous verriez plus de détails. C'est aussi pour ça qu'on fait des grands télescopes. C'est pour voir plus de détails. Quand je fais mes conférences en Bretagne, quand je demande est-ce que vous savez ce que veut dire la Gadec, les gens en général ont la réponse. Mais vu que j'ai parlé plusieurs fois sur la Côte d'Azur, peut-être que certains se rappellent ce que veut dire la Gadec. Ça veut dire le grand œil. Donc si vous aviez de plus grands yeux, vous verrez plus de détails. Mon nom était vraiment pas destiné à faire de l'astronomie. Donc si on prend des plus grands télescopes, on peut vraiment voir des détails. Et là, j'ai une image assez spectaculaire. Ça fait quelques temps que je la montre. Et jusqu'à présent, on pensait que c'était un message de l'univers pour la politique scientifique de Donald Trump. Mais depuis quelques semaines, on a dit que c'était plutôt un message de l'univers envers tous les hommes avides de pouvoir et belliqueux sur la Terre. Donc je ne sais pas vers qui va ce message, mais c'est un message assez clair apparemment de l'univers. Donc quelque chose aussi qu'on sait maintenant, c'est que les étoiles se forment dans des disques. Et ça, hop, si j'avance un petit peu, hop, c'est parti. On va y arriver, je reviens. Bon, ça ne monte pas. Si vous avez qu'à le regarder sur mon écran, il n'y en a qu'une, c'est la plus belle, ça tombe bien. L'ordinateur a sélectionné celle que j'allais montrer. En fait, on sait que les étoiles se forment dans des disques, c'est quelque chose qu'on pense depuis pas mal de temps. Et moi, je travaille beaucoup sur un instrument qui s'appelle SPHERE, que vous avez peut-être entendu parler, j'ai même donné une conférence sur SPHERE ici. Et c'est un instrument qui permet de faire des images d'exoplanètes. Donc c'est vraiment un instrument qui fait des images avec une très bonne résolution angulaire, une très bonne dynamique, donc qui permet de voir des choses très, très peu brillantes autour de choses très brillantes.
Et là, c'est l'une des images les plus spectaculaires qu'on a obtenues. Ce qu'on voit ici, c'est un disque où se forment des planètes. Et on a même réussi à voir une planète qui se formait. Ça, c'est quelque chose qu'on a obtenu en 2016. Et c'était la première fois qu'on voyait directement une planète qui se formait. Je peux vous dire que quand on a vu cette image, ça sort pas comme ça du télescope. Il y a beaucoup de travail. C'était assez spectaculaire. Donc si je vous ai rappelé la pédagogie, donc les étoiles se forment dans des disques, dans le milieu interstellaire. Donc vous vous rappelez tout ça, nous jouer différemment. Donc maintenant, on se rappelle de ça. Qu'est-ce que c'est une étoile? Donc une étoile, je vous le dis, elle se forme dans un disque. On va prendre comme exemple le Soleil. Le Soleil, en fait, c'est une grande centrale nucléaire. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du Soleil? C'est que, je vous ai montré tout à l'heure des nuages de gaz où, sous l'effet de la gravité, ils se compressaient pour vraiment, avec la gravitation, tout va vers le centre. Au centre, qu'est-ce qui se passe? On a une pression très grande à cause de la gravité, donc la masse s'accumule vers le centre. Du coup, la température va augmenter. Prenez du gaz à la maison, compressez-le, vous allez voir que ça va chauffer. Voilà, ce qui va arriver, c'est qu'on aura une pression et une température très élevée. Ça va être tellement élevé que les atomes d'hydrogène qu'on a dans le gaz, ils vont pénétrer les uns dans les autres, et ils vont former des l'hélium. Et ce qui se passe, on me dit qu'à chaque fois qu'on montre une équation, on perd la moitié du public, donc j'espère que là, il n'y a pas la moitié qui va sortir. Mais E égale MC2, a priori, vous la connaissez. Donc ce qu'il faut savoir, avec E égale... En général, je demande, qui connaît E égale MC2? Qui a déjà entendu E égale MC2? Levez la main. Alors qui, avec la main levée, veut bien me l'expliquer? Faut jamais lever la main. J'ai entendu des réponses. Donc en gros, ce que ça dit, c'est ce qui vient des travaux d'Einstein, c'est qu'une particule de masse m, elle a potentiellement une énergie qui est égale à cette masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc pour une particule, en général, la masse elle est plutôt petite. Mais ce qui se passe dans le Soleil, chaque seconde, on a 600 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en 596 millions de tonnes d'hélium. Pas besoin d'être un génie des maths pour faire 600 moins 596 et se dire il manque 4 millions de tonnes. Chaque seconde, le Soleil perd 4 millions de tonnes. Et qu'est-ce qu'il arrive à ces 4 millions de tonnes? E égale MC2, on transforme le masse en énergie. Pour M, on met 4 millions de tonnes. Pour le C, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, au carré. Ça fait chaque seconde l'équivalent de 10 milliards de bombes H. On a vraiment énormément d'énergie qui sont créées par le Soleil. Donc ensuite, le Soleil, j'aime bien aussi dire que c'est une image assez facile à dater, c'est une image du Soleil en Bretagne, donc on sait qu'elle date d'avant 1978. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. Ce qui se passe, c'est qu'on dit que le Soleil, il est sur ce qu'on appelle la séquence principale. C'est un terme technique, c'est pas grave si vous ne le retenez pas, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la séquence principale, c'est ce qui se passe pour le Soleil depuis 5 milliards d'années et qui va durer encore 5 milliards d'années. Il transforme de l'hydrogène en hélium par réaction nucléaire. C'est ce qui se passe au cœur du Soleil. C'est la plus longue période de l'évolution du Soleil. 90% de sa vie, c'est ce que va faire le Soleil. Tranquillement, il transforme de l'hydrogène en hélium. Donc, au Big Bang, on a formé quasiment que de l'hydrogène et de l'hélium, et petit à petit, on a de plus en plus d'hélium. Quelque chose d'assez contre-intuitif, c'est que plus une étoile est massive, moins elle vit longtemps. Si vous dites que vous avez une voiture avec un plus gros réservoir, vous aurez tendance à vous dire on va rouler plus longtemps. Si je vais sur l'autoroute avec un réservoir qui fait 50 litres qui est plein et un autre qui fait 10 litres, on sait qu'on va rouler moins longtemps. Ici, c'est l'inverse, c'est que plus une étoile est massive, donc plus elle a un gros réservoir, mais plus la gravitation est forte. Donc les réactions nucléaires vont être plus efficaces. Donc plus une étoile est massive, moins elle va vivre longtemps. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une étoile comme Betelgeuse qui est plus massive que le Soleil, elle va vivre beaucoup moins longtemps que le Soleil. Betelgeuse n'était pas là quand les dinosaures sont morts. Betelgeuse, c'est une étoile vraiment, vraiment récente. Vraiment récente. Donc on parle de millions d'années quand même. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces étoiles? Donc elles se forment dans le milieu interstellaire. Ensuite, elles sont sur la séquence principale, donc elles brûlent de l'hydrogène. À un moment, il n'y aura plus d'hydrogène, elles vont commencer à brûler de l'hélium. Elles vont devenir des géantes. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça pourrait être une conférence entière. D'ailleurs, c'est un extrait d'une autre conférence que je donne. J'aime bien faire des teasers. Je crois que je l'ai faite à Sarah Raphaël la dernière fois, ou la fois d'avant. Donc ce qui se passe, c'est que ces étoiles, quand elles ont fini, elles sont en expansion, donc elles sont beaucoup plus grandes, ce sont des géants rouges. Et là, on a du gaz qui, par effet de convection, la convection, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, quand je parle à mes étudiants, je leur dis, ce soir vous allez faire de la convection, parce que je sens trop mouillé, je sais que les étudiants ils vont cuire des pâtes. Donc vous allumez une casserole, vous mettez de l'eau, les bulles qui montent et qui descendent, c'est de la convection. Donc mes étudiants, ils font de la convection tous les soirs. Et là, ce qu'on voit, c'est des grandes cellules de convection qui remontent vers la surface, et c'est ça qui va permettre au gaz de petit à petit s'éloigner de l'étoile. Et quand il va s'éloigner,
par moment, vous allez voir des ondes de choc. Si vous regardez un petit peu, il y a des grosses éjections qui vont arriver par moment, comme ici par exemple. Et tout ça, c'est des ondes de choc. Donc une onde de choc, ça va en donner un endroit où le gaz est plus dense. Donc on aura le gaz qui va être éloigné de l'étoile, donc il va être plus froid. Ça c'est assez logique, on se dit que s'il est plus loin de l'étoile, c'est normal. Mais si il est derrière une onde de choc, il va être plus dense. Quelque chose qui est dense et froid, qu'est-ce qui va lui arriver à votre avis? Il pourrait retomber, mais en fait là, donc là c'est ce qui arrive, on voit qu'il retombe, mais s'il est dense et froid, il peut se condenser. Se condenser, c'est un mot compliqué pour dire qu'il va devenir solide. Vous avez sûrement entendu parler de nous sommes des poussières d'étoiles. Ben, c'est là qu'elle se forme, la poussière d'étoiles. La poussière d'étoiles, elle se forme derrière les chocs quand il y a de la convection comme ça. Donc ça, c'est la chose que j'étudie depuis longtemps, ça fait presque 20 ans que j'étudie ça. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand cette poussière se forme, ça c'est autour des étoiles comme le Soleil, en fin de vie. Donc on a la lumière qui est émise par l'étoile, on a de la poussière qui va se mettre là. Imaginez que la poussière ne soit pas transparente. À chaque fois que la lumière va toucher la lumière va prendre un petit peu d'impulsion, donc elle va s'éloigner. Et c'est ça qui va permettre d'éjecter tout le gaz qui est autour de l'étoile. Que vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui se passe, si on a de la convection, ça va redescendre. Mais si on forme de la poussière va récupérer l'énergie de l'étoile, et ça va permettre de tout faire partir. Donc c'est grâce à cette poussière qu'on peut éjecter le gaz, et que la matière qui est en nous, une grande partie de la matière qui est en nous, il faut savoir que 95% des étoiles vont mourir comme ça. Le gaz, tous les atomes qui sont en nous, à part l'hydrogène et l'hélium, quasiment tout vient de cette poussière. Sans cette poussière, on n'aurait pas pu avoir ces atomes ici. Parce que les atomes, sinon, seraient restés au cœur de l'étoile. Donc c'est vraiment cette poussière hyper importante. Donc c'est ça qui permet d'enrichir les galaxies en gaz et en poussière. Donc vous avez sûrement entendu dire « nous sommes des poussières d'étoiles ». Beaucoup de gens attribuent cette phrase à Elderic, mais ça vient de Carl Sagan, qui est un chercheur américain qui était à Cornell, où j'ai eu la chance de travailler pour quelques années d'ailleurs. Et ça, c'est une autre image que j'aime bien montrer. Qui a déjà observé une nébuleuse planétaire avec un télescope ici? Ouais. C'est beau, hein? Ben là, c'est encore plus beau, je trouve. Ça, ce qui est intéressant dans cette image, c'est que quand on regarde un objet dans le ciel, là, je vais prendre un exemple, par exemple, je vais vous prendre mon téléphone. Je pense qu'il a l'air plus grand pour vous au premier rang que pour vous au fond. Alors que le téléphone, d'accord, il fait la même taille pour tout le monde. Le problème, c'est que quand on regarde quelque chose dans le ciel, s'il est grand, ça peut être soit qu'il est grand intrinsèquement, soit qu'il est proche. Donc connaître les distances, c'est assez complexe. Et ça, c'est un collègue australien qui a réussi à mettre au point une méthode pour déterminer les distances des nébuleuses planétaires. Et du coup, il a pu recréer un petit peu une sorte de mini-film. Donc il a pris différentes nébuleuses planétaires, il les a mises à l'échelle. Et là, ce qu'on voit, donc ça c'est une jeune nébuleuse planétaire, ça c'est JC7027 qui est un peu plus âgé. Et petit à petit, on voit des nébuleuses planétaires, on voit le gaz, on sent le gaz en expansion. Donc là, ce que je vous montre là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est ce qui va arriver au Soleil dans 5 milliards d'années. Et si je me trompe, je vous paye un coup quand ça arrive, ça me va. Je me mouille pas trop apparemment. Mais ça vaut le coup d'attendre, je pense que ça va être joli. Donc je vous ai montré rapidement, c'était pour vous rappeler un petit peu la physique des étoiles. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les étoiles massives? Les étoiles massives, elles vont avoir des réactions nucléaires aussi dans le cœur. Donc chaque fois, on va brûler de l'hydrogène pour faire de l'hélium pour faire du carbone et de l'oxygène. Donc chaque fois qu'on a fini une réaction nucléaire, la gravitation repousse et on refait des atomes de plus en plus lourds. Donc au cœur, on a vraiment une structure en forme d'oignon où on a des atomes de plus en plus lourds. On va arriver ensuite jusqu'au fer. Et le fer, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour fusionner du fer, il faut plus d'énergie que ça en rapporte. Donc on ne peut pas fusionner le fer. Donc quand on arrive au fer, tout s'arrête. Donc vraiment, il faut voir, fermez les yeux, je vous dirai quand vous allez les rouvrir. Imaginez, une étoile, c'est vraiment un combat permanent entre deux forces. La gravitation, qui pousse vers le centre, et les pressions nucléaires, quand il y a une réaction nucléaire, ça va pousser dans l'autre sens. Imaginez, il y a quelqu'un qui pousse comme ça, et les réactions nucléaires qui retiennent dans l'autre sens. Donc à chaque fois qu'on a fini une réaction nucléaire, la gravitation l'emporte, on pousse encore un peu plus fort, il y a plus d'énergie, il fait plus chaud, et on va faire des atomes plus lourds. Donc on va avoir l'hydrogène en haut, après l'hélium, après le carbone, l'oxygène, petit à petit comme ça, jusqu'au fer. Encore une fois, ça pourrait être le sujet d'une autre conférence, que je fais je sais plus où encore. Mais ce qui arrive, c'est que quand on arrive au fer, la gravitation l'emporte. Par chaos, en une fraction de seconde, l'étoile s'effondre sur elle-même, et on a une supernova. Donc on a une supernova qui arrive, et ce qui est intéressant, c'est que, là je vais parler de Bételgeuse. Vous vous rappelez, quand on parlait de Bételgeuse, tout le monde disait on voit des choses qui se passent à la surface de l'étoile, c'est un signe qu'elle va exploser. Vous vous rappelez peut-être de ça? J'en reparlerai tout à l'heure.
Et nous, ce qu'on disait, c'est que vous êtes bien gentils, les gars, mais en fait, ce qui se passe, une explosion, ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment les réactions nucléaires qui vont s'arrêter. Et les informations entre l'intérieur de l'étoile et la surface, ça va mettre des milliers d'années à arriver. Donc si on voit quelque chose à la surface, a priori, c'est pas le signe d'une supernova. Donc vraiment, s'il y a une supernova, ben on la verra, on ne devrait pas la voir arriver. Donc, voilà ce qui arrive. Je vous remets ce schéma, donc juste pour vous rappeler un petit peu, si vous voulez impressionner vos amis en soirée, si vous n'avez rien de mieux à faire pour les impressionner, hein, je suis sûr que vous avez d'autres choses. Juste pour vous donner une idée, les étoiles de faible masse, c'est elles qui forment l'oxygène et le carbone. Le carbone qui est responsable de la vie, vraiment la vie sur Terre, elle est basée sur le carbone, ça vient de ces étoiles. Le fluor, vous y penserez en vous brossant les dents, ça vient de ces étoiles, l'aluminium aussi. Et les étoiles plus massives, qui est le fer, le magnésium, le silicium, qui sont notamment importants pour faire du sable, des choses comme ça. Et si vous voulez vraiment impressionner vos amis, vous pouvez apprendre le tableau de Mendeleïev et l'origine de chaque élément dans l'univers. Bon, après, il y a encore des discussions entre les différentes écoles. Enfin, quand je parle d'écoles, c'est des écoles de recherche, des différents groupes de recherche. Mais a priori, on connaît l'origine cosmique de chaque élément maintenant. Et qu'il y a différentes sources. Il y a les supernovas qui s'effondrent, les étoiles comme le Soleil en fin de vie, les étoiles à neutrons qui fusionnent, des supernovas de type 1A, c'est une étoile comme le Soleil qui est morte et qui a avalé de la matière d'un compagnon ou qui a explosé. Donc on arrive à expliquer plus ou moins tout. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez impressionner vos collègues, vous l'imprimez, vous le mettez au-dessus de votre lit, vous apprenez ça. Ou aux toilettes, c'est pratique aussi. Vous pouvez apprendre. Et maintenant, venons-en à Bételgeuse. Parce qu'a priori, vous êtes venus pour ça. Je dis, le mec, il est sympa. Je suis venu pour Bételgeuse, il ne parle pas de Bételgeuse. Donc, je vais parler de Bételgeuse. Il y a au moins un slide sur Bételgeuse, un transparent sur Bételgeuse, mais il y en aura plus. Donc pour vous le rappeler, c'est une étoile brillante de ciel d'hiver. C'est marrant, ça fait 2 fois que je parle de Bételgeuse à Cannes, et la dernière fois je suis sorti, il y avait Orion pile devant la porte. Là, ça finit un petit peu tôt, je pense, pour que ce soit comme ça. Donc, c'est une étoile assez brillante de ciel d'hiver. En ce moment, on la voit très bien en début de soirée vers le sud. C'est assez spectaculaire. Ça veut dire aussi que l'hiver se termine, c'est la bonne nouvelle. Elle n'est pas très loin. Souvent, ça fait rire les gens quand je dis que quelque chose à 720 années-lumière, c'est pas loin. Non, enfin, à l'échelle de l'univers, c'est. J'irai pas là-bas en week-end, mais on peut l'observer assez facilement. C'est une étoile qui fait 10-15 fois la masse du Soleil. Elle est 1000 fois plus grande. Donc si elle est 1000 fois plus grande... 100 000. Non, elle est 1000 fois plus grande, mais ça veut dire qu'on pourrait mettre 1 milliard de soleils dans Bételgeuse, imaginez. Et on peut mettre 1 million de fois la Terre dans le Soleil. Juste pour vous donner une idée du truc. C'est que c'est quand même grand. Oui, pourquoi vous dites qu'elle est 1000 fois plus grande, pourquoi on peut mettre 1 milliard de soleils? Parce que le volume, ça dépend du cube du rayon. Donc si on augmente le rayon, ça change beaucoup. Et elle est 10 000 fois plus brillante, donc c'est une étoile très très brillante. Là on la voit, elle est comme à 720 années-lumière, elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus éloignée par exemple que Proxima Centaure, mais on la voit très bien parce que c'est une étoile très brillante. C'est aussi une étoile variable. On peut le voir à l'œil nu, et d'ailleurs, pour les gens qui connaissent un petit peu, en 2019, quand il y a eu l'événement dont on va parler tout à l'heure, ça se voyait clairement à l'œil nu qu'elle était devenue plus faible. Vraiment, c'était assez spectaculaire, on voyait que Bételgeuse, elle était très faible. Donc, pourquoi je vous parle de la distance et de la taille? Reprenons le téléphone, ça a marché. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que mon téléphone vous apparaisse plus grand? Se rapprocher ou avoir un plus grand téléphone. Donc, le fait que Bételgeuse soit à la fois grande et proche, ça veut dire que vue depuis la Terre, elle est assez grande. C'est l'une des étoiles les plus grandes vues depuis la Terre. C'est-à-dire, on dit toujours, les étoiles c'est des points, et les planètes sont résolues, c'est pour ça que les étoiles scintillent et pas les planètes. Bételgeuse, c'est plus vraiment un point, ça commence à devenir grand. Ça reste un point pour notre œil. Mais on va voir tout à l'heure ce qu'on peut faire. Donc moi, ce que je fais, je prends des belles photos, non, mais j'ai la chance d'observer beaucoup au Very Large Telescope. Vous connaissez tous le Very Large Telescope? J'aime bien dire que les Européens, on est super doués pour trouver des noms. On a construit un très grand télescope. Il y a des mecs qui sont assis, il doit y avoir des Français, The Very Large Telescope, ça sonne bien. Et là, on a donc ces 4 télescopes de 8 mètres qu'on voit ici. Et là, en face, maintenant, on fait un télescope de 40 mètres. Et je pense que les mêmes mecs se sont assis, ils ont cherché le nom, ils ont trouvé Extremely Large Telescope. Super. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, je le dis à chaque fois, moi j'ai proposé le FLT, je vous laisse deviner ce que c'est. J'espère qu'on fera un plus grand que le 40 mètres, il s'appellera le Fucking Large Telescope. J'ai déjà déposé le nom. Mais, donc du coup, ce qui est bien pour observer, c'est qu'on a des paysages assez spectaculaires. Donc ça, c'est dans le désert d'Atacama. C'est construit ici, en plein milieu du parc. Je ne sais pas si quelqu'un ici est allé dans l'Atacama.
C'est un endroit assez spectaculaire. Et la question, c'est pourquoi on va faire des grands télescopes, sachant que je vous ai donné la réponse il y a à peu près 5 minutes. On va voir si vous avez une bonne mémoire. Donc d'une, je vous ai donné la réponse, et deux, c'est écrit. Donc pourquoi on fait des grands télescopes? Plus loin. J'ai entendu deux réponses et les deux sont bonnes. En fait, c'est pas forcément voir plus loin, mais ce qu'on peut faire avec un plus grand télescope, c'est qu'on reçoit plus de lumière. Encore une fois, mon côté breton, j'aime bien parler de pluie. Imaginez, il pleut une nuit, vous mettez un seau dehors. Ben, si vous avez deux seaux, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Celui qui est plus grand, il recevra plus de pluie. J'espère que ça parle même aux gens de la Côte d'Azur, mais a priori vous avez déjà vu la pluie aussi. Ben, si on prend un télescope, il faut voir un télescope comme un seau à lumière. Donc, plus le télescope est grand, plus il reçoit de la lumière. Donc plus il reçoit de la lumière, plus il peut voir des objets qui sont faibles. Donc certains sont plus loin, mais aussi certains sont intrinsèquement faibles. Donc, je parlais tout à l'heure de Proxima. Proxima, elle a été découverte au début du XXe siècle. C'est une étoile très proche, mais comme elle est très faible, il fallait des télescopes pour l'observer. Donc vraiment, le fait d'avoir un télescope, ça permet de voir des choses plus faibles, donc intrinsèquement faibles ou plus éloignées. Mais aussi, c'est la deuxième équation, donc je vais perdre la deuxième moitié de la salle. Donc déjà que j'ai éteint la lumière au début, c'est pas terrible. C'est une équation qui peut sembler compliquée. Bon, elle n'est pas non plus très très compliquée, mais tout ce qu'elle veut dire, c'est que la résolution angulaire, c'est ce qui permet de voir des détails. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute, vous suivez une voiture, et vous voulez voir l'adresse qui est écrite sous la plaque d'immatriculation. C'est dangereux. Vous pourriez vous rapprocher, c'est dangereux, c'est pas à faire. Ou alors il faudrait avoir plus grands yeux, ou un télescope, ou une lunette. Et la résolution, c'est ce qui permet justement de voir des détails fins. Donc si on a une bonne résolution, ce chiffre-là, ce delta ici, il doit être petit. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est des choses très petites. Et pour que ce delta soit petit, le 1,22, on va dire, on s'en fout. Le lambda, c'est la longueur d'onde, on va dire qu'on observe dans le visible, donc c'est 0,5 microns. Le d, c'est le diamètre. Donc qu'est-ce qu'il faut que d, il faut qu'il soit plus grand possible ou plus petit possible pour réussir à avoir des détails? C'est plus grand. Plus grand. Ouais. Donc plus d est grand, plus on verra des détails. Et juste pour vous donner une idée, comment les deux marchent, c'est en fait le fait d'avoir un grand télescope, ça fait un saut lumière, ça permet de voir plus de détails. Ici, je vous ai montré 3 télescopes spatiaux, des images de la même région du ciel. Ces 3 choses, c'est des images de la même région du ciel, avec un petit télescope, qui s'appelait IRAS, c'était le premier télescope infrarouge en 1984, ISO dans les années 90 et Spitzer dans les années 2000. Vous voyez qu'avec IRAS, on voyait une sorte de grosse patate, parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de lumière et on n'a pas beaucoup de résolution. Avec ISO, c'est un petit peu mieux, et avec IRAS, on voit, là où avec ISO il n'y avait rien, on voit qu'il y a des étoiles, parce qu'on voit des choses plus faibles, et on voit beaucoup plus de détails. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on lance des grands télescopes. Et j'espère bien un jour vous montrer, enfin très rapidement, vous montrer des images du futur télescope infrarouge dans l'espace, qui a été lancé le 25 décembre, le James Webb Space Telescope. Beaucoup de gens le présentent comme le successeur de Hubble, c'est pas du tout le successeur de Hubble. C'est plutôt un Spitzer. Et Spitzer, c'est ce qui est ici. J'ai eu la chance de travailler aussi pendant presque 10 ans sur cette mission, c'était un beau succès. Il est fait pour le lambda qui est là-haut. Voilà. Le problème, c'est qu'on augmente le lambda, donc du coup on perd la résolution. Donc les gens sont là, le James Webb, ça va être génial, mais il n'y aura pas une résolution comme ce que je vais vous montrer. Le James Webb ne fera pas ce que je vais vous montrer ici. Donc là, c'est pour vous rappeler les télescopes. Donc on a le VLT 10 mètres, le VLT 40 mètres. Ça, c'est une voiture, un pick-up, juste pour vous donner une idée. C'est un truc vraiment grand. J'ai vu des photos actuellement des travaux. C'est vraiment incroyable parce qu'on voit les ouvriers qui travaillent sur le chantier. On a une soucoupe volante géante. Elle ne vole pas, n'écrivez pas, il a dit il y a une soucoupe volante au Chili. Mais ça ressemble vraiment à une soucoupe comme ça. Et on a cette structure qui est énorme avec ce télescope qui va faire 40 mètres, qui va bientôt être mis en service. Pour vous donner une idée, j'ai pas trouvé un truc de la croisette, mais l'arc de triomphe, j'espère que ça vous parle, pour vous donner une petite idée. Et juste pour vous donner une comparaison aussi, c'est l'observatoire de Nice, il est quand même grand. La grande coupole, elle est énorme parce que dedans on a les lunettes. Qui a déjà visité l'observatoire de Nice? Qui y allait depuis moins de 2 ans? Allez-y parce qu'on a refait le sous-sol, c'est génial. Je ne dis pas ça parce que j'ai travaillé, un peu parce que j'ai travaillé, mais vraiment c'est un super truc, ça vaut vraiment le coup. Mais ce qui est impressionnant quand on est dans l'observatoire, dans la grande coupole, à l'observatoire de la Côte d'Azur à Nice, c'est qu'on voit que la coupole elle est quasiment vide. On a cette lunette avec une grande focale qui fait 18 mètres, donc on a du vide quasiment partout, alors que ces télescopes-là, ils sont vraiment bien. Là, on a vraiment une différence parce qu'on utilise des miroirs d'un côté et des lentilles de l'autre. Juste pour vous donner une idée d'ailleurs, j'ai mis une photo de la lunette à Nice. Et une photo ici, vous voyez bien que c'est plus compact là. Donc, on a besoin d'une coupole moins grande. Si on devait faire une coupole pour une lunette qui a 40 mètres de diamètre, déjà on ne saurait pas faire une lentille de 40 mètres, mais la coupole elle serait vraiment vraiment grande. C'est pas très simple.
Donc, quand on fait de l'astronomie, on se retrouve au sommet des montagnes. Est-ce que vous savez pourquoi? Souvent les enfants me disent c'est pour être plus près des étoiles. C'est pas faux. C'est pas complètement faux, on est un poil plus près. Après, ça change pas beaucoup. C'est une des raisons. Après, on pourrait être au sommet d'une montagne avec des mecs qui mettent des phares, mais oui, c'est une des raisons. Oui, l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un mot hyper important. Et au-dessus des nuages, surtout. Moins de vapeur d'eau. Il y a tout ça. C'est-à-dire que moins de vapeur d'eau, plus on est haut, moins on a d'eau. C'est aussi pour ça que je suis à Nice et que je ne suis pas astronome à Brest. La vapeur d'eau, c'est pas terrible. On a l'atmosphère est plus stable, ça va être hyper important, j'y reviendrai tout à l'heure. On s'éloigne des villes, en général c'est dans des déserts, donc on a moins de pollution lumineuse. Même les plus gros observatoires en Europe, entre guillemets, aux Canaries, vu qu'ils sont au-dessus des nuages, ils ne sont pas très loin des villes, mais la pollution lumineuse est bloquée par les nuages. Et aussi, à un endroit où il pleut très peu. On va au Chili, il va pleuvoir une fois tous les 2-3 ans dans le désert d'Atacama. J'ai même vu des villages où, de mémoire d'êtres humains, ils n'avaient jamais vu de pluie. Donc c'était un indice, c'était pas dans le Finistère. Mais c'est vraiment impressionnant. Et donc du coup, on a ces montagnes-là. Puis comme j'aime bien vous montrer mes photos de vacances, pour vous dire que quand on est astronome, c'est très difficile. On doit aller dans un endroit, vraiment la vie est dure. Donc là, des fois on me dit qui c'est qui va à Hawaï? Ah non, pas encore. Mais par contre, c'est assez surprenant. Quand je remonte des photos d'Hawaï à mes collègues, ils s'attendent à me voir en short au bord de la mer. Je le fais aussi. Hein. Mais l'observatoire s'appelle Mauna Kea. En hawaïen, ça veut dire la montagne blanche. Le Mauna Kea, c'est la plus grande montagne du monde. Là, je vois plein de gens dire, mais non, c'est l'Everest. Non, l'Everest, c'est la plus haute. Mais le Mauna Kea, il part de sous la mer. Ah oui, d'accord. Il a plus de 4000 mètres d'altitude, il commence à 8000 mètres sous la mer. Et cette montagne blanche, il y a de la neige en haut. Il y a un truc rigolo, j'aime bien raconter l'anecdote. Première fois que je suis allé à Hawaï, j'ai vu des Hawaïens débarquer avec leur pick-up. Et ils mettaient de la neige à l'arrière du pick-up. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont un jeu, ils vont faire des bonhommes de neige sur la plage. Donc, il y a une route qui descend. En 1 heure, on peut être à la plage, donc ils mettent de la neige sur leur pick-up, ils vont faire des bonhommes de neige sur la plage. Il y a des jeux sympas. Sinon, on peut aussi aller aux Canaries. Ça, c'est l'observatoire de Roque dos Muchachos à La Palma, le plus grand télescope visible du monde, le Grand Tecan aux Canaries. Alors, pourquoi sommet des montagnes? Je vous ai déjà posé la question, donc je ne vais pas la reposer. A priori, vous savez que c'est pour s'approcher des étoiles, évidemment. Vous le notez, j'ai dit, on se met. Donc, évidemment, c'est pour éviter la pollution lumineuse, pour avoir une atmosphère plus stable, pour ne pas avoir de nuages, et pour avoir moins de vapeur d'eau, que je n'ai pas oublié. Juste pour vous montrer une idée, enfin pour vous donner une idée de ce qui se passe, imaginez la lumière qui vient d'une étoile. On va prendre Proxima Centaure, pour plus simple, et elle a 4 années-lumière. La lumière, elle va voyager pendant 4 ans, en ligne droite. Elle traverse, elle est dans l'espace, il se passe rien. Elle arrive sur Terre, il y a l'atmosphère qui va faire que ça va partir dans tous les sens. Vous avez vu une soirée, un jour où il fait chaud en été, si vous regardez à l'horizon, vous voyez bien que l'atmosphère, ça gêne beaucoup. Là, c'est pareil, même si vous observez avec un télescope, ou là vous observez Sirius qui se lève, vous allez voir qu'elle change de couleur dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens. L'atmosphère, c'est pas terrible pour l'astronomie. Donc, imaginez, on observe un quasar qui a, 13 milliards d'années-lumière, la lumière elle va mettre 13 milliards d'années à voyager en ligne droite, et pendant le millionième de seconde qu'elle met à traverser l'atmosphère, il y a tout qui part en sucette. J'ai failli dire un grand mot. Mais c'est vraiment, cette atmosphère, c'est vraiment gênant pour les astronomes. Pour les astronomes humains, c'est-à-dire que moi, en tant qu'humain, je suis content qu'il y ait une atmosphère, surtout en tant que breton sur la Côte d'Azur, qui n'est pas trop d'UV. Moi, je serais encore plus rouge que je suis. Mais pour l'astronomie, c'est compliqué. Donc, à votre avis, juste pour vous donner une idée, voilà une image de Jupiter, je pense que vous avez reconnu. À gauche, c'est prise dans des mauvaises conditions, donc l'atmosphère n'est pas stable, et à droite, dans des conditions plus stables. Qu'est-ce que vous feriez pour avoir de meilleures images? Il y a quelqu'un qui est triche, qui l'a déjà entendu en fait. Il faut qu'elle soit plus haute. C'est ça, on se met debout. Non, mais plus haute, faut pas le faire à bas de l'horizon. On peut le faire plus haute, ouais. Ouais, plus haute. La réponse est très bonne, mais à quelques centaines de kilomètres d'altitude, donc si on se met dans l'espace, on s'affranchit de l'atmosphère. C'est une solution, c'est ce que les gens proposent souvent, ça semble évident, si on veut s'affranchir de l'atmosphère, il suffit d'aller au-dessus. Ça semble naïf, mais il n'y a pas que ça. Moi j'aime bien dire que je fais les trucs à la coupe, parce que ça c'est la solution simple. La solution la plus compliquée, c'est d'essayer de corriger l'atmosphère. Ça c'est facile à dire. Donc on a l'étoile qui va arriver en ligne droite, la turbulence va faire qu'au lieu que la lumière arrive plane, elle va toute cabosser, elle va arriver sur notre télescope, et toute l'image, elle va être... Vous pouvez faire des tests, essayer de faire une image d'une étoile avec vos télescopes,
Vous avez un télescope de 20 cm, prenez un de 40, prenez un d'1 mètre, vous verrez la même chose. Vous n'arriverez pas à voir des détails sur l'étoile. C'est pour ça que si on ne corrige pas l'effet d'atmosphère, en fait, ça ne sert à rien d'avoir un télescope de plus de 20 cm au sol pour voir plus de détails. Vous verrez des choses plus faibles, vous recevrez plus de lumière, vous avez sûrement fait l'expérience, mais vous ne verrez pas plus de détails. Vraiment, parce qu'on est limité par l'atmosphère. C'est le réveil de quelqu'un, c'est ça qui leur sert à réveiller. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de corriger tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer comment la turbulence déforme une étoile. Donc, on va prendre une étoile, on va voir comment la lumière est déformée. En gros, ça devrait être un point. Ce point, il bouge. C'est notre mesure. On va essayer. Donc, on a un ordinateur super puissant qui va actionner un miroir déformable. Alors, souvent, les gens pensent que le miroir déformable, c'est le grand miroir de 8 mètres du télescope. Non, pas du tout. C'est un petit truc grand comme ça, de quelques centimètres par quelques centimètres, qui a 4000 actuateurs qui vont bouger de quelques nanomètres, plusieurs milliers de fois par seconde, pour corriger l'effet de l'atmosphère. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Juste pour vous donner une idée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, la lumière, elle arrive tordue. On a le miroir qui va épouser la forme de ce qui arrive tordu, comme ça on va le tordre. Comme ça, il va redresser la lumière, et la lumière va ressortir droite. Ça semble assez abstrait comme ça, je vais vous montrer un exemple. Là, on a l'optique adaptative, on voit une étoile, vous voyez, c'est un petit peu une patate, et on va la mettre, l'optique adaptative. J'ai su travailler. Là, on voit 2 étoiles, donc on voit vraiment beaucoup plus de détails. C'est vraiment assez spectaculaire. C'est le fait de déclencher l'optique adaptative, on corrige l'effet de l'atmosphère, on gagne de la résolution. Au lieu de voir une patate, on voit 2 étoiles. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, je trouve que cette image est assez représentative. À gauche, imaginez, on n'a pas d'optique adaptative, on ne corrige pas l'effet de l'atmosphère. La lumière, elle va tomber un petit peu à différents endroits à chaque fois. Elle vient en ligne droite, mais à cause de l'atmosphère, elle va tomber, donc on va avoir une tache étalée sur une grande surface. Si on corrige l'effet de l'atmosphère, la lumière elle va tomber toujours au même endroit, donc la quantité de lumière qu'on va recevoir elle va tomber toujours au même endroit sur notre détecteur, et on aura une image beaucoup plus fine. Ça permet, je pense que ça parle beaucoup ce truc-là, et juste pour vous montrer en gros comment ça marche, les réseaux ils sont très forts, ils font des très belles images, donc là on a le front d'onde qui arrive complètement tordu, où la lumière elle est cabossée. On la reçoit sur le télescope. On a l'instrument SPHERE ici, qui est un assez gros truc que je vous montrais tout à l'heure, qui va analyser tout ça. Donc, là, il corrige l'effet de l'atmosphère, l'étoile, elle redevient bien ronde. On peut aussi mettre un coronographe, c'est quelque chose qui permet de cacher l'étoile pour voir ce qu'il y a autour. Un petit peu comme quand il y a une éclipse de soleil, hein, le coronographe s'appelle la Lune pour le coup. Et là, SPHERE, il va servir notamment à chercher des planètes comme ça. Donc on va éteindre l'étoile et on va chercher la planète à côté. Donc juste pour vous donner une idée de ce que c'est l'instrument, vous ne voyez toujours pas venir pourquoi il parle de SPHERE, de plein de choses. Mais le suspense est insoutenable. Donc là, vous avez un télescope de 8 mètres. Ce qu'il y a ici, c'est le miroir. Le miroir de 8 mètres, je ne sais pas si vous imaginez un télescope avec un miroir de 8 mètres. Ça, c'est la caméra. C'est un petit truc, ça ne tient pas dans la poche. C'est l'instrument SPHERE. Si vous avez des questions sur le schéma optique, je l'ai mis là, mais c'est assez complexe. Et pour vous donner une idée, ça, c'est un petit breton sous un télescope de 8 mètres. Je ne suis peut-être pas très grand, mais on voit quand même que c'est une belle bestiole, ce truc. Donc c'est juste pour vous montrer l'instrument qu'il faut pour faire ce qu'on a là. Et là, en fait, Betelgeuse est arrivé sur le ciel. Non, SPHERE est arrivé sur le ciel en 2014. Et pour l'anecdote, on m'a chargé de montrer qu'on pouvait faire autre chose que détecter des exoplanètes avec SPHERE. Donc ça fait maintenant 7-8 ans que je travaille à montrer que cet instrument peut faire d'autres choses. Donc on m'a dit, t'as un super instrument qui fait des images les plus nettes jamais obtenues depuis la Terre. Fais-en ce que tu veux. Pas ce que tu veux complètement, ce que j'ai proposé, tu es vraiment fou. Mais l'une des premières choses que j'ai proposées, c'était d'observer Betelgeuse. C'était avec un collègue qui s'appelle Pierre Kervella. On s'est dit, on va observer Betelgeuse. Là, je dois vous avouer que quand on a dit ça aux gens du VLT, ils ont un petit peu commencé à transpirer. Parce que si on fait des grands télescopes, c'est pour observer des choses très faibles. Betelgeuse, c'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. Donc ils m'ont dit, mais t'es fou, tu vas tout cramer. Donc j'ai mis plein de protections. À la limite, on a fermé le télescope. Il y a plein d'astuces pour réussir à avoir moins de lumière. On prend des filtres étroits. On met des densités qui coupent la lumière. Donc je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque qu'on crame le détecteur. Pierre Kervella était dans l'hémisphère sud, il était au Chili, donc il voyait Orion comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais voir Orion dans ce sens, c'est assez spectaculaire. Oui. Moi j'étais sur mon balcon à Nice, on disait tous les deux, c'est marrant, on regarde Betelgeuse, et là on a le VLT qui va l'observer. Mais du coup, les mecs qui étaient à Paranal, ils avaient un petit peu peur. Ils m'ont dit, Eric, cette observation, c'est un petit peu fou ce que tu proposes. Donc je t'appelle s'il y a le moins de soucis. Donc, au milieu de la nuit, je pense qu'il était 3-4 heures du matin avec le décalage, je reçois un coup de téléphone de Paranal et les gens me disent on n'arrive pas à voir Betelgeuse avec le VLT. Je fais les gars, je suis sur mon balcon,
avec mon œil, certes grand, j'arrive à le voir. Donc il y a un truc, où ouvrez la coupole, faites quelque chose, en gros, enlevez toutes les sécurités que vous m'avez demandé de mettre, vous allez voir que ça va marcher. Et là, j'entends quelqu'un qui fait, mais c'est qui le con qui observe BTG avec la VLT? Et là, ah, salut Eric, donc visiblement il connaissait. Et ce qui est spectaculaire, ce qui est arrivé là, c'est qu'en fait, je vais vous le raconter, on pensait voir un truc comme ça. Donc on pensait, vous vous rappelez, je vous ai montré des images de convection, donc on pense que les supergéants de rouge, c'est une simulation de Bernd Freytag, un collègue en Suède. Donc on a ces grandes cellules de convection qui sont grandes comme plusieurs fois la surface du Soleil. On pensait voir un truc plus ou moins sphérique. D'ailleurs, c'était plus ou moins ce qui avait été vu par mon collègue Xavier Aubois en interférométrie avant. Donc on voyait vraiment, ça c'est vraiment le cœur d'étoile. Mais quand j'étais au téléphone avec Jean-Pierre Arnett, j'ai entendu d'un seul coup, je ne vais pas vous dire les mots, en plus c'était en espagnol, mais ils étaient assez surpris. Ils ont fait, mais en fait, on arrive à voir la surface de l'étoile. Et c'était la première fois qu'on voyait directement la surface d'une étoile. Aucune étoile n'avait été avant imagée directement. Chaque fois que vous avez peut-être vu les images de surface d'étoile, c'était toujours de la reconstruction. Bah là, on voit directement la surface de Betelgeuse. On s'attendait à voir un truc comme ça, comme le rond ici. Alors, on a eu un truc qui n'était pas bon du tout. Ça, c'était en 2015. Et ça, on a fait des choses un peu plus complexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est avec Pierre. On a fait des mesures de polarisation. Si vous avez des questions, je vous expliquerai. On a réussi à montrer qu'il y avait de la poussière qui se formait pas très loin de la surface. Ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et c'était en 2015, donc on avait ces observations. Et on s'est dit, Betelgeuse est une étoile variable, on va l'observer régulièrement. Donc on a des observations depuis 2015, et on fait un truc, c'est plus ou moins un truc monotone. Tous les ans, on l'observe, on regarde s'il y a des choses qui se passent. Donc jusque-là, tout va bien. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, on peut faire une sorte de film. Donc on avait d'autres observations, donc ça, c'est nos observations. Donc ce qu'on voit, ça fait à peu près 40 milliards de secondes, 1 milliard de secondes, ça ne vous parle peut-être pas. Mais prenez 1 degré, coupez-le en 60, vous voyez 1 degré. Vous coupez en 60, ça fait 1 minute d'arc. C'est petit. Vous coupez 1 minute d'arc en 60, ça fait 1 seconde d'arc. Donc 1 seconde d'arc, c'est 1 degré divisé par 3600. Ce qu'on voit là, c'est des millièmes d'arc seconde. Donc 40 millièmes d'arc seconde, c'est des angles très très petits. Ça équivaut à 25 fois la distance Terre-Soleil quand même. Donc Betelgeuse, c'est un truc assez grand. Donc ce qu'on voit, c'est la matière qui a été éjectée récemment. On voit la matière près de l'étoile. Donc là, on voit à peu près 10 ans d'éjection de la matière. Avec Pierre Carvalho, on a fait d'autres observations. À plus grande longueur d'onde, en infrarouge, on voit la poussière qui est plus froide. Et là, elle se trouve à 3200 fois la distance Terre-Soleil. Là, on a 1500 ans d'éjection de la matière. On voit de la poussière un petit peu dans tous les sens. Vous voyez ces images, c'est assez spectaculaire. Avec un autre télescope spatial qui s'appelait Herschel, on a fait des images qui ont permis de montrer un truc beaucoup plus grand. Là, on voit que ça va arriver. Hop, voilà. Là, on a quelque chose qui s'appelle à peu près la taille d'une année-lumière. On a 40 000 ans d'éjection. Vous voyez qu'à chaque fois, on s'éloigne un petit peu, on voit une sorte de film de l'éjection de la matière. Et si on a les observations à vraiment un grand champ avec Herschel, on voit vraiment ce qu'on voit ici. C'est pas un artefact. C'est Betelgeuse est ici, elle se déplace dans la galaxie. Et imaginez un bateau qui se déplace sur la mer, je vais dire dans la baie des Anges, ou devant la croisette. Je ne veux pas fâcher qui que ce soit. Il y aura une traînée derrière. Vous voyez, c'est un petit peu la forme que ça va faire. Là, c'est ce qu'on voit là, c'est l'étoile qui se déplace comme ça. Et là, c'est l'étoile qui interagit, pas avec l'eau pour le coup, mais avec la poussière et le gaz du milieu interstellaire, et qui forme cette traînée. Et ce truc-là est réel aussi, c'est un petit bout de milieu interstellaire qui a une structure assez étonnante. La première fois que j'ai vu cette image, c'était en 2009. Et j'ai vraiment cru que c'était pas possible d'avoir un trait vertical comme ça, mais c'est le cas. Donc Betelgeuse, en fait, ça ressemble un petit peu à ça. Évidemment, c'est une vue d'artiste. Ça, c'est une vue d'artiste qui a été faite par mon collègue Pascal Chinda qui voit ça les eaux. Donc on a la surface qui bouillonne, on a du gaz un petit peu dans tous les sens, et de la poussière et du gaz qui se retrouvent dans des directions privilégiées. C'est vraiment pas sphérique du tout. Et c'est un petit peu à ça que ressemble Betelgeuse. Donc ce soir, sortez, regardez Orient vers le sud, regardez Rigel en bas qui est bien bleu, en haut à gauche, vous verrez Betelgeuse, et imaginez que vous voyez un truc comme ça. Je suis sûr que vous ne verrez plus jamais Betelgeuse de la même manière. Une question, vous parlez d'éjection de gaz et d'éjection de poussière. Est-ce que les poussières, en fait, ce sont les atomes lourds? On va y arriver. C'est le teaser, mais je vois que ça marche mon teaser. Et juste pour vous donner une idée, ça c'est, je ne sais pas si vous connaissez Serge Brunier, qui est un amateur un peu chevronné. Il fait beaucoup d'émissions sur France 5. Voilà. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, juste pour montrer un petit peu l'exploit technique que c'était notre observation, il a comparé ça avec les observations de Jupiter. Donc, Ganymède, essayez de faire une image comme ça de Ganymède avec votre télescope.
ce qu'on a observé, c'est grand comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de minuscule et c'était vraiment un exploit assez important. Et pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que ça fait une grande introduction quand même, ce que me dit le mec qui va parler de ce qui s'est passé en 2019. C'était pour vous dire qu'on était en une position privilégiée, c'est que depuis 2015, on observait Betelgeuse régulièrement. Et là, on reçoit ça. D'ailleurs, on avait entendu parler un petit peu avant, c'était le 8 décembre 2019. Il y a Ed Winnan, qui est un collègue à Philadelphie, qui envoie un télégramme en disant il y a quelque chose qui se passe avec Betelgeuse. Regardez la luminosité, elle est variable, mais là, elle commence à diminuer. Donc avec mon collègue Miguel Montargès, qui était responsable de tous ces programmes, on s'appelle, on s'envoie quelques messages, on se dit c'est normal, c'est une étoile variable, elle a diminué, mais tout va bien. Donc on est le 8 décembre. Là, la presse commence un petit peu à parler. Et donc ça, c'est les images dans le temps, on voit depuis les années 70. On voit vraiment que ça commence à devenir de plus en plus faible. Et c'est là que ça devient rigolo. Je reçois un email le 13 janvier. Donc, avec Miguel, on s'est dit, vers Noël, on va quand même faire des observations. Donc on demande à l'ESO, normalement il faut à peu près 6 mois pour avoir des observations. Et là, on leur dit, il y a quelque chose qui se passe. On a eu les observations en 24 heures. Je me rappelle, j'ai passé un réveillon à analyser des données. Ne le dites pas à mes beaux-parents, mais j'espère que ça s'est filmé, donc il faudra couper cette partie-là, sinon ils vont mal le prendre. Et vraiment, on était là, qu'est-ce qui se passe? On a ces observations, les eaux étaient vraiment excités aussi, ils nous donnent des observations. Moi, je reçois cet email de l'AFP. C'est écrit en petit, mais ne vous inquiétez pas, je vais le lire. En gros, l'AFP me demande comment la baisse de luminosité mobilise la communauté des astronomes. Peut-on parler d'ébullition? Moi je réponds oui et non en disant qu'on est 3-4 à faire des trucs. Pour nous c'est un peu l'ébullition, mais les autres astronomes ça ne change pas grand chose à leur vie. Donc comment ça se manifeste? Peut-on dire que Betelgeuse est sous surveillance accrue depuis quelques semaines? Oui. Et puis quelles sont vos hypothèses? Est-il possible qu'elle explose dans les jours qui viennent? Donc je leur dis clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on voit à la surface, ça ne peut pas être lié à une explosion. Donc non, ce qu'on voit c'est pas du tout lié à une explosion. Donc je parle à l'AFP, je donne mon nom, je dis je suis astronome à l'OCA, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, l'AFP fait un article correct, vraiment pas trop mal, et c'est repris par la presse. Donc dans l'article où je dis non, Betelgeuse ne va pas exploser, le titre c'est Betelgeuse pâlit, elle pourrait exploser sous nos yeux. J'ai pas dit ça, mais ça finit pas. Il y a La Voix du Nord qui du coup reprend l'étoile Betelgeuse va-t-elle bientôt exploser en supernova. Souvent les titres où il y a un point d'interrogation, c'est pas vraiment de la grande qualité, parce que c'est des titres à clic, il faut que les gens cliquent. Donc est-ce qu'elle va exploser? Il est écrit en dessous, non, bien sûr. Peut-être, mais pas demain. LCI qui reprend aussi, glissant de vie et trépas, l'étoile géante Betelgeuse accapare l'attention des astronomes du monde entier. J'aurais dit on était 3-4. Alors là, c'est 20 minutes. 20 minutes pour l'anecdote. La fois d'avant, il m'avait interviewé en parlant de... Je devais leur parler d'une supernova, il me dit bon, je vais écrire l'article. J'ai une dernière question, le système solaire c'est une supernova, je fais vous n'allez pas écrire l'article. Vous allez l'écrire, vous allez me l'envoyer ou je vais l'écrire pour vous si vous voulez. Donc là c'était des astronomes surveillent de près l'étoile Betelgeuse qui montrerait les signes de fin de vie. Donc alors j'ai bien dit clairement, non. BFM, bien connu pour sa qualité journalistique. L'étoile géante Betelgeuse va-t-elle mourir et exploser sous nos yeux? Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il y avait un point d'interrogation, c'était jamais bon signe. Quand il y a BFM, c'est rarement bon signe aussi, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de Belges dans la salle? Les Belges aussi s'y sont mis. L'étoile Betelgeuse pourrait bientôt exploser et offrir un spectacle fabuleux. Oui. J'ai dit bientôt, et j'ai dit dans 100 000 ans. C'est bientôt. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure, dans 5 milliards d'années, on se retrouve, c'était une blague. Vous savez que c'est... Mais visiblement, tout le monde n'a pas pris comme ça. Là, il y a National Geographic en espagnol qui fait aussi, voilà, Betelgeuse, une des étoiles les plus brillantes de la Voie lactée, pourrait exploser. C'est pas faux, elle pourrait, elle va le faire. Mais dans le futur. Là, c'est un autre truc en portugais, l'étoile Betelgeuse, elle se prépare à exploser en supernova. Oui, elle se prépare, elle prend son temps. On est le 1er janvier, elle se prépare pour le réveillon. Elle a tout son temps. Ah, c'est une artiste avant. Ouais. Aussi, voilà, il y a des articles qui étaient un petit peu mieux. Betelgeuse, une des plus brillantes étoiles de la Voie lactée, pâlit. Ça c'est pas mal. Ouais. Et quand vous faites par exemple vos témoignages à des journalistes et que vous voyez que les papiers sont aussi faux, ça ne vous donne pas envie d'arrêter de leur donner les infos pour l'avenir? Je vous expliquerai ce que je fais après. Parce que là, franchement, j'ai une technique qui marche bien. Alors, non, vous allez voir, ça marche très très bien. Là, du coup, ça c'est un truc que je l'avais vraiment dit. Je dis, si elle explose, ça sera un spectacle inoubliable. Donc,
Vraiment, j'aimerais bien le voir. Enfin, la dernière fois qu'une supernova était visible à l'ONU, c'était en 1987. C'était en février, là, on vient de fêter l'anniversaire il n'y a pas longtemps. C'était pas aussi brillant que la supernova de Tycho Brahe ou celle observée par les Chinois. Donc, observer une supernova qui serait visible en plein jour à l'ONU, ce serait quand même spectaculaire. Donc, c'est important aussi de mettre en avant les journalistes de qualité. Parce que, en fait, c'est l'une de mes réactions. Si c'est pour répondre à votre question, en général, je suis assez actif sur les réseaux sociaux. Et ceux qui disent de la bah, je leur dis. Et il y a des millions de gens qui disent bah, ce mec, il a raconté de la merde. Et en général, ils corrigent. C'est plutôt que leur envoyer un email en disant vous êtes un peu trompé, si on le met devant des millions de personnes et on explique pourquoi ce qu'ils ont. Oui, mais c'est un autre phénomène. Parce que celui qui a écrit que les Pali, il s'est fait engueuler par sa direction. Parce que on leur a dit c'est pas un titre accrocheur. Et bah, exactement, ça c'est un des points en fait. Les journalistes. Mon meilleur ami est journaliste à l'espace. Ce qu'il me dit, c'est que lui, il écrit des articles, les titres, il les choisit pas. Et les titres, il faut que ce soit accrocheur, parce que la presse. Ouais. Là, j'ai pas le meilleur public, mais quand je parle à des jeunes, si je demande, levez la main si vous payez pour vous informer, les jeunes ne le font plus. Peut-être que vous le faites encore, parce qu'en fait, quand on a de la presse gratuite, ben, on en a pour notre argent. C'est que la presse, ça devient compliqué, vu qu'il n'y a plus personne qui l'achète, ben, ils sont obligés d'avoir des titres accrocheurs pour que les gens cliquent dessus, qu'après ils se rendent compte. Et c'est encore pire maintenant, c'est que du coup, on a des titres qui ne sont pas écrits par les journalistes et les gens commentent juste sur les titres. Ils n'ont pas lu l'article, il y aura des commentaires juste sur le titre qui est faux. Ça devient En fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on n'est plus dans une société d'information, mais de communication. Et c'est assez triste, on a perdu l'information. Les gens commentent sur des choses qui ne veulent pas d'information, c'est juste de la com. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus ça, ils cherchent des communicants plutôt que des informants. C'est assez triste. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre en avant ceux qui le font bien. Là, pour le coup, j'avais l'article sur l'eBay, ils avaient fait un très bon travail. Et évidemment, je les ai vus ici, il y a Ciel et Espace qui a fait un excellent travail. Je dois avouer que quand j'ai un truc, c'est à Ciel et Espace que je donne en premier, parce que pour moi c'est important de travailler avec les gens qui font vraiment un très bon travail. Donc ils avaient fait vraiment un très beau travail sur Sciences et Vie. Je dis ça parce que maintenant j'écris pour Sciences et Vie aussi, mais je préfère encore Ciel et Espace quand même. Et c'est là que, en fait, à un moment, je me suis dit, j'en ai marre d'entendre partout mon nom dire l'étoile va exploser. Donc j'ai une amie qui bosse au Parisien, je lui dis, est-ce que tu peux faire un titre en une où je dis clairement ça? Voilà, et la règle Lagadec est formelle, si Betelgeuse est sous le Mont Pali, c'est pas parce qu'elle est en train de se transformer en supernova. Donc ça, c'était la une du Parisien, et je me suis dit, si elle explose demain, j'aurais l'air con. Je serais célèbre, mais pas pour des bonnes raisons. Bon, elle n'a pas explosé, mais je pense que c'était important, vraiment, un moment de pas de taper du poing sur la table et dire, arrêtez... comme vous avez tout à l'heure, avec toute la presse a commencé à en parler, il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était une étoile, qui mettaient des titres qui étaient vraiment étonnants. Et tout le monde en parlait, je dis non, attendez, mais elle ne va pas exploser, mais c'est quand même cool. Et ce qui va se passer, ça c'est l'image qu'on a obtenue, c'est qu'on l'a observé, et ça c'était à Iliade, je me rappelle, il est venu à Nice, à l'époque il était en Belgique. On a fait les images, donc voilà à quoi ressemblait Betelgeuse en janvier 2019. Donc ça ressemble plus ou moins à un truc sphérique. Et en décembre, on regarde le truc, on fait mais il manque presque la moitié d'étoiles. Il y a tout ce côté-là qui est devenu obscur. Et ça, c'était assez spectaculaire. On a fait plusieurs images et on voit vraiment des variations. Donc il y a l'hémisphère sud qui est masquée. Et là, si je vous montre, on voit vraiment qu'elle est devenue plus faible. Et il y a un truc qui s'est passé là. Donc on a pas mal travaillé. Là, je peux vous montrer un petit film qu'on a fait où on voit vraiment les variations. Donc il y a des variations rapides à la surface. Ça, c'est en quelques mois. C'est vraiment rare de voir des variations comme ça sur une étoile. On voit vraiment l'étoile qui change. Donc, j'y arrive. S'il veut bien montrer le prochain, ça devrait être attendre la fin de film, je pense. Non, il ne veut pas parce qu'on va y arriver. Intermède, là. Vous n'êtes pas pressé, j'espère? Hop, on va arriver dessus. Regardez pas à la fin, parce que sinon vous aurez la réponse. Hop, on va arriver ici. Hop, hop. Il n'a pas aimé le film. Donc, on s'est dit, on a fait ces observations, il y a quelque chose qui est arrivé qui a rendu l'étoile plus faible dans l'hémisphère sud. Donc, avant de comprendre, on s'est dit, il y avait deux types de modèles. Soit il y a de la convection qui a fait remonter du gaz à la surface, qui l'a rendu plus froide. Un petit peu comme il y a aussi sur les taches solaires, c'est un petit peu l'équivalent d'une grosse tache solaire. Ou alors de la poussière s'est formée. Et quand on est scientifique, au lieu de... Déjà, ce qui était important, c'est que les eaux, ils ont vraiment poussé pour qu'on sorte des images. Je me rappelle, c'était le 14 février, c'était pour la Saint-Valentin, on a sorti une image de Betelgeuse, pour les amoureux de Betelgeuse. Et nous, on leur a dit,
on n'a pas encore un article sorti qui a été vérifié par nos pairs, donc on ne peut pas vous donner de réponse. On a des convictions, on se dit, on pense que c'est ceci, on pense que c'est cela, mais tant qu'on n'a pas fait tous les modèles, on ne peut pas vous dire. Donc on a dit, il y a 2 hypothèses. C'est soit une zone froide convective, soit de la poussière. J'étais assez convaincu de ce que c'était, mais on a présenté ça. Entre-temps, on a fait plus de 10 000 modèles, donc on a fait des modèles, on faisait des étoiles sur ordinateur, on mettait de la convection, on mettait de la poussière, on voyait ce que ça donnait. Voilà ce que ça donne. En fait, les 2 modèles marchent assez bien. Mais vraiment, les derniers modèles qu'on a fait montrent clairement que la reproduction de tout ce qu'on observe, c'est par de la poussière qui s'est formée. En fait, il y a eu les deux. L'étoile a eu une grosse cellule de convection qui est remontée. Ça a créé un choc, et derrière, il y a de la poussière qui s'est formée. Donc, ce qu'on a vu, c'est de la poussière se former en direct. Et l'étoile, comme on avait prévu, elle est revenue progressivement à la normale. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble ce qu'on a observé, ça, c'est une vision 3D, encore une fois, par mon ami Luz Calchada à l'ESO. C'est qu'on a Betelgeuse qui est là comme ça, avec ce que vous avez montré tout à l'heure, tout ce qui est un petit peu autour, l'environnement un peu complexe. Et dans notre direction, il y a un nuage de poussière qui s'est formé. Et ça, ces nuages de poussière, ils se forment très régulièrement. Mais là, ce qui se passe, c'est que le nuage de poussière, il était pile dans la direction entre Betelgeuse et la Terre. Donc on a vraiment vu, on le sait bien, si on regarde, on voit qu'il y a de la poussière partout autour. Et donc ce qu'on voit là, c'est qu'une étoile comme Betelgeuse, elle forme de la poussière, mais pas de manière sphérique et homogène, c'est vraiment des petites bouffées comme ça, il y a une grosse cellule de convection, et qui va permettre de former de la poussière. Donc ces observations nous ont permis de mieux comprendre la mort des étoiles comme Betelgeuse. On voit vraiment, jusqu'à présent, tous les gens pensaient qu'il y avait de la matière qui se forme, de la poussière qui se formait de manière homogène, et là on voit vraiment que c'est parti de bouffer, que de temps en temps, du coup maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de revoir dans les données historiques si on arrive à trouver des choses comme ça, parce que ça devrait arriver de temps en temps statistiquement. Et là, il y a même Miguel qui travaille à construire un télescope spécial pour Betelgeuse qui va l'observer en permanence. Et d'ailleurs, c'est un truc rigolo, je ne sais pas si vous y avez pensé, tout le monde se dit, ça serait cool si elle explose, ça serait spectaculaire. Mais si elle explose en juillet, on la verrait pas. Ça serait dommage, hein. Donc espérons que si elle explose, ça sera pendant l'hiver. Et donc là, on a sorti un papier dans Nature, c'est une revue assez prestigieuse, c'était l'an dernier. Et là, pour le coup, on a des articles vraiment de qualité, j'aime bien montrer là. C'est pas tous les jours qu'on parle de mes travaux dans le New York Times. C'est pas tous les jours qu'on parle d'astronomie dans le New York Times. Il y a eu la CBC au Canada aussi, donc on a eu ces belles images. Mais après, on va revenir en France, j'ai beaucoup aimé ce titre. Que se passe-t-il avec l'étoile Betelgeuse, l'une des plus brillantes du système solaire? Et là, j'ai fait... En fait, on vient d'expliquer le réchauffement climatique à la place du soleil, on a mis une super géante rouge, vous ne posez pas de questions s'il fait chaud, on a remplacé le soleil par une étoile 10 000 fois plus brillante. Donc je leur ai envoyé un petit message justement sur les réseaux sociaux en disant le titre il est un petit peu con là. Et ils ont changé, ils ont mis qu'est-ce qui se passe pour Betelgeuse, l'étoile la plus brillante de la galaxie. Je fais toujours pas. Si vous voulez, dites-moi, je vais vous dire ce qu'il faut mettre. Et, donc c'était pas mal, j'aime bien la ressortir celle-là en fait. Encore une fois, il y a eu des bonnes choses sur Ciel et Espace. Franchement, Ciel et Espace, pour moi, ils sont très très bons. Si vous voulez vraiment apprendre l'astronomie, je ne gagne pas d'argent en faisant ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai lu Ciel et Espace dans les années 90. Et je trouve qu'ils expliquent vraiment bien l'astronomie. Ils sont très proches des astronomes. Enfin, quand on a des découvertes, on passe beaucoup de temps à discuter avec eux pour expliquer. Ils comprennent vraiment bien. Mais il y a aussi, vous connaissez la presse régionale. Donc, moi, c'est un petit peu la guerre. Il y a Azur, les trucs azuriens qui disent que je suis azuréen, maintenant, parce que je travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Mais mon nom qui sort de beurre salé fait que j'ai aussi. On va y arriver. Le Télégramme qui fait des articles. Le Télégramme qui fait un astronome breton veut percer le mystère de l'étoile Betelgeuse. D'ailleurs, c'est l'affiche de la conférence ici. Donc, ça, c'était avant la sortie de l'article Nature. C'était le 14 février qu'on avait dit on ne sait pas encore ce que c'est, on fait le communiqué de presse. Et là, du coup, on a le truc qui sort, donc ils refont un article. Et là, c'était un astronome breton livre le secret de l'étoile Betelgeuse. Et ça m'a fait rire parce que le journaliste, il m'a dit là, le truc, ils vont l'imprimer. Et c'est pas une blague, c'est sérieux. Ils vont l'imprimer, ils ont oublié une lettre. Regardez ce qu'ils allaient imprimer. Alors là, on m'a parlé de pléonasme. Le directeur de mon labo, il a fait c'est un pléonasme, il n'y a pas Ah oui. J'ai envie de dire, malheureusement, ils l'ont vu avant d'imprimer, sinon ce truc-là, il était sur la porte de mon bureau. Et bien sûr, il a fallu que ça arrive à moi. Donc, juste pour finir, les conclusions, c'est que ce qui s'est passé avec Betelgeuse, c'est qu'on a vraiment vu une baisse spectaculaire de la luminosité pendant l'hiver
entre 2019 et 2020. Au printemps 2020, c'est revenu à la normale. Il n'y a pas eu de supernova, c'est ce qu'on avait dit. Hein, elle est même maintenant assez brillante en ce moment. Mais ça nous a vraiment permis de mieux comprendre l'éjection de matière par les étoiles en fin de vie. C'est-à-dire que les gens se sont excités sur la supernova, mais au final, ce qu'on a appris, c'est comment la poussière d'étoiles est formée. C'est la première fois, je pense, qu'on peut dire qu'on a vu en direct de la poussière d'étoiles se former. Et vous avez peut-être entendu parler de Matisse, qui est un instrument qui a été construit en partie à Nice. Et j'ai une histoire assez sympa aussi, c'est que il y a un petit gars de la SACA qui m'a contacté alors qu'il était en terminale. Julien Drevon, il m'a écrit « Je veux devenir astronome ». Je fais « Ouais, super ». Et on a commencé à discuter, on discutait régulièrement. Après, je l'ai eu comme étudiant en master. Et du coup, je l'ai un petit peu dit, tiens, il a découvert la poussière d'étoiles grâce à moi. Puis là, il a voulu faire une thèse là-dessus. Il a commencé une thèse. Et là, il travaille avec Matisse sur essayer de faire l'image de la poussière formée par Betelgeuse durant ce truc-là. Donc il y a quelqu'un de Cannes qui travaille là-dessus. Là, il est au Chili actuellement, on discute assez régulièrement. Mais c'est quelqu'un qui a commencé à la SACA, qui travaille maintenant là-dessus. Donc j'espère qu'il arrive. Nous, ce qu'on a vu, c'est l'effet indirect de la poussière. Et lui essaie de voir vraiment l'image de la poussière. Donc c'est assez compliqué ce qu'il fait. On espère qu'il arrivera à le faire. Donc voilà, c'était pour mettre en avant Julien, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je sais qu'il a commencé ici. Et je vais m'arrêter ici pour cette belle image de la nébuleuse d'Orion. Vous la verrez peut-être pas comme ça ce soir. Ah ouais. Mais merci en tout cas. Si vous aviez des grands yeux, que vous étiez capable de les ouvrir pendant 60 heures, vous verrez un truc comme ça. Mais après, il faudrait dormir. C'est ce que je vais faire ce soir. Non, merci.